Bonjour à tous. Nous vous remercions d'être présents à ce webinaire qui a pour objet la PS Jeune. On va commencer par se présenter peut-être, Elisabeth. Maïté Julia, je suis cadre de la coordination départementale au sein de la direction service aux partenaires de la CAF de la Haute-Garonne. Donc, Elisabeth Honoré. Je suis en charge de la thématique enfants-jeunesse, donc conseillère technique enfants-jeunesse. Donc, selon le principe du webinaire, vous avez un chat à votre disposition qui va vous permettre de poser vos questions au fur et à mesure du déroulé de cette présentation que nous avons l'honneur de vous faire aujourd'hui avec Elisabeth. Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier, vous les participants qui ont été donc invités à ce webinaire. Et donc, parmi les invités, nous comptons les fédérations d'éducation populaire, les gestionnaires d'ALSH Ado, mais aussi les opérateurs de la jeunesse sur le territoire de la Haute-Garonne qui bénéficient du FPT Axe 5. Donc, pourquoi cette thématique de la PS Jeune aujourd'hui? C'est que dans le cadre de la COGE 2018-2022, donc Convention d'objectifs et de gestion que j'évoquerai tout à l'heure, c'est sur cette période la seule création d'une nouvelle prestation de service, d'où l'objet de notre présence aujourd'hui. Cette nouvelle prestation de service est le fruit notamment d'une expérimentation qui a été menée au sein de 12 CAF depuis 2017. Alors, au programme de ce webinaire, tout d'abord une présentation des objectifs poursuivis par la branche famille au travers de cette nouvelle prestation de service. Nous vous montrerons ensuite un petit film, une petite vidéo qui présente quelques exemples en France de projets financés dans le cadre de l'expérimentation au travers de cette nouvelle prestation de service. Puis viendront une description détaillée des modalités pour percevoir l'agrément de la PS Jeune, comment on fait, et également des modalités de financement de cette prestation de service. Ensuite, nous évoquerons l'échéancier 2021 pour vous indiquer comment va se déployer le dispositif sur la Haute-Garonne et à qui vous pourrez poser des questions, quel sera votre interlocuteur privilégié pour ce dispositif. Maïté, expliquez-nous pourquoi la branche famille a souhaité mettre en œuvre cette nouvelle prestation de service. Alors, pour reprendre un extrait du cahier des charges de la PS Jeune qui met en valeur la thématique de la jeunesse, on comprend que c'est un projet d'avenir et plus largement une ambition pour construire notre société de demain. Les jeunes sont en effet les premiers porteurs des évolutions de la société et à ce titre créent, adoptent, mais aussi propagent de nouvelles pratiques sociales, de nouveaux usages technologiques et de nouveaux rapports au monde du travail, de nouvelles valeurs qu'il paraît très important de prendre en compte et de considérer. L'accompagnement des jeunes dans les étapes de leur parcours d'accès à l'autonomie constitue aussi un enjeu de politique publique qui est concrétisé notamment par les ambitions du plan de lutte contre la pauvreté des enfants et aussi des jeunes et le service national universel, donc domaine porté également par le gouvernement. De plus, cet accompagnement s'inscrit pleinement dans les valeurs de la protection sociale qui vise à promouvoir et à valoriser toutes les formes de solidarité entre les générations et constitue également des buts majeurs pour la branche famille et donc la CAF de la Haute-Garonne. C'est le sens donc des orientations stratégiques pour la jeunesse qui ont d'ailleurs été adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration de la CNAF, Caisse nationale des allocations familiales, en janvier 2016 et qui reposent donc sur 3 piliers. Le premier, accompagner les jeunes à la citoyenneté et à l'engagement dans la vie sociale. Le second, soutenir les processus d'autonomisation des jeunes. Et enfin, le dernier, favoriser le vivre ensemble et les liens des jeunes entre eux, avec leurs parents, mais aussi avec les institutions. Donc, pour rappeler le cadre réglementaire général, ces orientations trouvent leur déclinaison dans les conventions d'objectifs et de gestion qui sont signées entre la CNAF et l'État pour la période, comme je vous le disais en élément introductif, pour la période de 2018 à 2022, et notamment avec un nouvel axe qui est dédié à la jeunesse et qui s'intitule « Soutenir les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie ». La généralisation de la PS Jeune à compter du 1er janvier 2020
constitue la mesure phare de cette COG dans le champ de la jeunesse précisément. Et c'est aussi un levier structurant pour contribuer à la mise en place d'actions durables en direction des jeunes et plus précisément sur les territoires. C'est ainsi que pour la première fois, une aide au financement des postes d'animateurs qualifiés est proposée par les CAF, ce pour consolider l'offre en direction des jeunes, avec l'objectif de soutenir 1000 postes pour un total de 23,9 millions d'euros d'ici à 2022, année qui correspond à la fin de cette COG. Ce nouveau financement, il doit offrir une approche renouvelée des réponses proposées aux adolescents, qui se doivent d'être plus inventifs, mais aussi plus participatives et résolument innovantes. Ça permet aussi de mobiliser notamment les nouvelles opportunités offertes par le numérique et dont les jeunes sont tout à fait en capacité de se saisir. Et voilà pour le cahier des charges que je vous ai présenté. Donc, cette mise en œuvre concrètement de projets haute qualité à haute qualité éducative, concrètement, comment ça va se traduire? Alors, d'une part, le terme de haute qualité éducative est au centre de cette nouvelle PS Jeunes, puisque c'est un enjeu qui consiste à encourager la consolidation et aussi l'évolution de l'offre proposée aux jeunes, donc à travers ce niveau de qualité. Et pour ce faire, on va utiliser deux leviers principaux. Le premier, qui est s'appuyer sur l'émergence d'une nouvelle offre qui est innovante et adaptée surtout aux aspirations des jeunes. Ainsi, l'ambition est de faciliter le développement de nouveaux lieux, favorisant les échanges et la collaboration entre jeunes, encourager la découverte, la création et les apprentissages de pair à pair, en particulier via les outils numériques que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc, on va énumérer par exemple les tiers-lieux, les Fab Labs, qui sont de nouvelles modalités de mise en œuvre de ces actions. Donc, c'est un enjeu prioritaire de déploiement de cette PS Jeunes. L'objectif étant d'impulser une évolution de l'offre actuelle qui est proposée aux jeunes via un soutien à l'émergence de nouveaux lieux sur les territoires, aux modalités de fonctionnement qui sont plus souples et adaptées aux aspirations de la jeunesse. C'est un point que je souhaite appuyer, puisque l'aspiration de la jeunesse sera vraiment prise en compte dans cette nouvelle PS Jeunes. Et le deuxième levier que je souhaiterais développer, c'est l'adaptation des modalités de fonctionnement de l'offre existante pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des jeunes. Donc, il s'agit notamment de permettre aux structures accueillant des adolescents, par exemple les accueils de loisirs sans hébergement ou encore les centres sociaux. Donc, ces structures accueillant des adolescents de passer d'offres d'activités dites occupationnelles à l'accompagnement de projets citoyens, culturels, sociaux, sportifs, qui seront alors proposés et pensés par les jeunes eux-mêmes, dans des cadres qui se veulent plus souples, donc avec par exemple une adaptation des horaires qui serait alors élargie, pas forcément de nécessité d'inscription préalable pour les jeunes, et ça selon des modalités facilitant l'expression des jeunes. L'idée étant que les jeunes prennent une part plus ample dans la construction du projet et sa mise en œuvre. Les structures existantes, dans ce cadre, devront montrer une réelle évolution dans leur projet d'accueil pour pouvoir prétendre à un financement par cette nouvelle PS Jeunes. La PS Jeunes donc, poursuit l'ambition d'accompagner la mise en œuvre de propositions attractives pour les jeunes en suscitant leur engagement et leur implication citoyenne et contribuer ainsi encore un peu plus à leur accès à l'autonomie. Et en réponse aux préoccupations croissantes des parents, des adolescents également auxquels il faut penser, ces propositions doivent rechercher l'alliance des parents. Ainsi, la PS Jeunes suit 4 objectifs opérationnels qui vous sont déclinés à travers la slide et que je vais vous développer un petit peu plus. Donc, le premier objectif opérationnel est de faire évoluer l'offre en direction des jeunes pour leur permettre davantage de prise d'initiative via la mise en place d'un accompagnement de leur projet par les encadrants, leur participation à la vie des structures elles-mêmes, le développement d'espaces d'échange entre jeunes, avec les professionnels ou encore entre pairs. Le deuxième objectif opérationnel est celui de développer les partenariats locaux autour de cette jeunesse et intégrer les actions soutenues dans ce partenariat. Il s'agit notamment de créer et renforcer les liens des structures jeunesse avec d'autres acteurs éducatifs sur des territoires. On pense par exemple aux établissements scolaires, aux missions locales,
aux acteurs de l'information jeunesse, aux foyers de jeunes travailleurs, services de prévention spécialisés. Dans le domaine du sport aussi, les clubs sportifs pourraient être inclus dans ce partenariat qu'on veut plus large, et également les médiathèques, mais la liste n'est pas exhaustive. Favoriser également la formalisation de ces partenariats au sein des CTG, conventions territoriales globales, mais aussi au sein des SDSF, schémas départementaux des services aux familles. Le troisième objectif opérationnel est celui de consolider la fonction éducative à destination des 12-25 en agissant sur le cadre de travail des professionnels de la jeunesse. La PS Jeune doit ainsi permettre de recourir à du personnel qualifié pour stabiliser les équipes d'animation des structures, mais aussi pérenniser les postes et faire évoluer les pratiques d'animation pour une meilleure prise en compte de la parole des jeunes, de leurs souhaits et de l'accompagnement de leur prise d'initiative. Le quatrième objectif opérationnel est celui également de mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures grâce à des actions itinérantes et hors les murs. L'idée étant d'aller vers les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer à travers ces projets encadrés dans la PS Jeune. On donne pour exemple d'actions hors les murs, les structures itinérantes, les actions en pied d'immeuble, les interventions dans les établissements scolaires également, qui fait le lien avec la notion partenariale développée dans le deuxième objectif opérationnel, et une présence aussi éducative qui peut se faire en ligne, donc dans les rues virtuelles que les jeunes connaissent bien, et on pense notamment au dispositif Promeneur du Net. Donc, comme vous l'a dit Elisabeth Honoré, pour rendre plus concret les actions qu'on a pu décliner ou également le cadre de cette nouvelle PS Jeune, nous vous proposions de vous présenter quelques exemples de projets qui ont reçu un agrément PS Jeune dans le cadre de l'expérimentation qui a été réalisée au niveau national entre 2017 et 2019. Partout en France, des milliers d'idées portées par des jeunes ne demandent qu'à se matérialiser. Qu'elles naissent en milieu urbain ou à la campagne, les CAF créent un nouveau dispositif innovant pour les accompagner. La PS Jeune. À destination de toutes les structures accueillant des jeunes, cette prestation de service permet le financement de postes d'animateurs qualifiés qui accompagnent les 12-17 ans dans la réalisation de leurs rêves. Voici 4 bonnes raisons de découvrir ce dispositif. Prenons la direction d'Alençon pour retrouver Jessie Vong, éducateur sportif. Les projets que j'accompagne sont assez variés, comme on est vraiment autour de la culture urbaine en général. On est beaucoup sur des projets de danse, des représentations, de spectacles ou des shows de rue, mais aussi des échanges avec des résidences. Mon rôle d'animateur a plusieurs particularités. Une, on va dire, plus classique, où on est vraiment sur des cours de breakdance, et une partie où on est sur du développement de projets autour de la culture hip-hop. PS Jeune m'a permis de débloquer beaucoup de choses. La première, déjà, qui est très importante pour permettre de développer l'association, c'est que ça m'a débloqué un poste à plein temps, ce qui ne se faisait pas avant. Et la deuxième, le fait d'avoir ce poste à plein temps, c'est 150 jeunes de la ville et de la région qui en profitent en même temps. C'est ici à Saint-Nazaire qu'Yvon Renévote, adjoint aux politiques jeunesse de la ville, nous reçoit. Nous sommes ici à La Source, un dispositif qui a bénéficié de la PS Jeune. Et en quelques chiffres, c'est pour la 2e année de fonctionnement, plus de 1200 jeunes qui fréquentent ce lieu. C'est bien sûr une mixité des publics. C'est aussi 37% de jeunes issus des quartiers prioritaires. La plus-value de cette prestation service jeune nous a permis ici la réussite de ce lieu, qui est un lieu co-construit avec les jeunes. Bien sûr, on travaille au quotidien et on continue avec la CAF par des rencontres avec l'ensemble des partenaires jeunesse de la ville de Saint-Nazaire que nous organisons régulièrement. Nous voici à Carcassonne où nous accueille Abdel Sebaïn, directeur départemental des Francas de l'Aude. Aujourd'hui, on a réuni des jeunes qui se sont impliqués dans un projet d'itinérance cet été et qui va permettre de travailler un temps de valorisation avec les jeunes. Cette démarche qu'on a initiée avec la CAF, elle nous a permis de développer un projet innovant
de pouvoir pérenniser aussi notre fonctionnement, d'accentuer une valorisation auprès de nos partenaires et enfin un soutien à la formation continue pour nos équipes. Le travail qui s'est installé avec la CAF, c'est d'abord dans une relation constructive et pertinente. La relation qu'on entretient, elle est aussi basée sur un objectif commun, c'est d'être au plus près des besoins et des attentes des jeunes. Dernière destination, Paris, où nous attend Ségolène Dary, conseillère politique jeunesse à la Caisse nationale des allocations familiales en charge du déploiement de l'APS Jeunes. L'ambition de l'APS Jeunes, c'est d'accompagner la structuration et le développement d'une offre jeunesse novatrice et ambitieuse, ciblée en direction des adolescents. L'APS Jeunes va constituer un atout pour développer des projets à haute qualité éducative dans les structures qui accompagnent ces publics. L'objectif, c'est de permettre à des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans de pouvoir fréquenter des lieux qui leur ressemblent, penser pour eux et avec eux, des lieux dans lesquels ils pourront venir développer leurs initiatives, qu'elles soient artistiques, culturelles ou citoyennes. L'APS Jeunes va permettre de financer des postes d'animateurs qualifiés dans les structures qui accompagnent des jeunes partout en France. C'est un nouveau dispositif financier pluriannuel qui va permettre d'accompagner la professionnalisation du secteur jeunesse. Grâce à l'APS Jeunes, nous allons pouvoir soutenir plus de 1000 équivalents temps plein d'animateurs qualifiés dans les structures et accompagner plus de 90 000 jeunes partout en France. Vous aussi, vous avez un projet à destination des 12-17 ans, qu'il soit citoyen, éducatif ou ludique, donnez-lui toutes les chances de réussite en rejoignant le dispositif PS Jeunes. Toutes les informations sont disponibles auprès de votre CAF. Bon, excusez-nous pour ce problème technique. Visiblement, au niveau des coulisses, on nous annonce que la vidéo ne passe pas chez vous. Je pense qu'on pourra vous communiquer ces éléments illustratifs dans un second temps. Ce sont les aléas du direct, Elisabeth. On n'est pas une championne de la technique. Voilà. Bon, en tout cas, plus concrètement, pour obtenir l'agrément de cette nouvelle PS Jeune, est-ce que, Elisabeth, vous pouvez nous préciser les démarches à faire? Alors, je présente bien sur le dossier. Et là, on va faire comme on peut voir à l'écran. On va toujours on peut continuer. Okay. Donc, Elisabeth, expliquez-nous, pour obtenir l'agrément PS Jeunes, quelles sont les démarches à faire pour nos partenaires? L'agrément, c'est avant tout un projet socio-éducatif qu'une structure va présenter à la CAF. Donc, l'éligibilité de la PS Jeunes, elle repose sur ce projet socio-éducatif, sur la nature de ce projet qui va remplir tous les critères qu'on va développer, et non sur la nature du porteur du projet. Il n'est pas obligatoire qu'une structure ait fait une déclaration en tant qu'accueil collectif de mineurs pour prétendre à la PS Jeunes. Néanmoins, si elle remplit tous les critères de la réglementation d'un accueil de loisirs collectifs de mineurs, il faut absolument qu'elle fasse la déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, tout porteur de projet qui a une démarche d'accompagnement de projets de jeunes peut prétendre à la PS Jeunes. Alors, du coup, à travers vos explications, Elisabeth, est-ce qu'on doit comprendre que tout projet à destination des jeunes peut bénéficier de cette PS Jeunes? Eh bien non. C'est vrai qu'il y a une réflexion, mais comme toujours, les financements de la CAF interviennent uniquement dans le champ d'intervention de la CAF. Pour donner des exemples concrets, ne sont pas financés par cette PS Jeunes, mais comme pour les autres prestations de la CAF,
les projets portés par les établissements scolaires, mais également organisés par des établissements sociaux ou médico-sociaux, comme la prévention spécialisée, les lieux d'accueil pour les mineurs en situation de handicap et uniquement, exclusivement que pour ces enfants-là, les NEX, les foyers de jeunes travailleurs, les établissements d'accueil d'urgence. Tous les projets aussi qui n'auraient que pour champ d'intervention l'insertion professionnelle, la formation, l'orientation, les formations, même les stages, les séjours linguistiques ou tout ce qui concerne les compétitions sportives sont complètement exclus de cette prestation de service. Et si je vais dans la continuité finalement de ce qui est demandé aux équipements qui sont financés par la CAF, les projets de PS Jeunes doivent aussi répondre au principe d'égalité d'accès. Donc, on sera très vigilant à ce que les services, les actions proposées dans le cadre de ces projets soient ouvertes à tous les publics en respectant les principes d'égalité d'accès, de non-discrimination. Il faut absolument que ces projets n'aient pas pour vocation essentielle la diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et évidemment pas exercer de pratiques sectaires. Et donc, le porteur du projet de PS Jeunes va devoir s'engager à respecter la charte de la laïcité de la branche famille. Comme le disait Maïté tout à l'heure, en fait, nous avons deux types de porteurs de projets, de structures. Soit cela va reposer sur un lieu nouveau qui va donc répondre aux besoins pour lesquels les jeunes n'ont pas de réponse aujourd'hui ou peu de réponse. Des lieux innovants qui mettent en place des pratiques du aller vers le jeune, qui utilisent le numérique pour être en contact avec les jeunes, qui vont favoriser les échanges et la coopération entre jeunes. Donc, vous le disiez tout à l'heure, les tiers-lieux, les Fab Labs, les espaces de création artistique, etc. Et en deuxième lieu, il y a également les structures qui sont existantes, qui portent déjà des projets jeunesse, qui sont j'ai envie de dire, des partenaires déjà de la CAF qui peuvent bien sûr prétendre et présenter un nouveau projet de PS Jeunes à condition que leur modalité de fonctionnement, leurs objectifs évoluent. On peut citer par exemple une évolution des horaires d'ouverture, une extension de ces horaires pour se décaler vers la soirée ou être ouvert le week-end, le samedi, le dimanche, pendant les vacances scolaires, pour être donc répondre à des moments où les jeunes sont les plus disponibles. Mais également mettre en place des interventions hors les murs, aller chercher les jeunes qui ne fréquentent pas les structures habituelles, utiliser le numérique également comme moyen de médiation avec les jeunes, avoir des modalités de fonctionnement qui n'obligent pas à ce qu'il y ait une inscription préalable, qui permettent les entrées et les sorties de jeunes à des moments possibles, et puis surtout des activités, des éléments qui permettent d'initier les jeunes à des projets, qui permettent aux jeunes ensuite de s'engager et de prendre part pleinement à la vie de l'équipement. Donc, ils doivent s'inscrire vraiment, ces structures existantes doivent vraiment nous montrer comment elles font aujourd'hui leurs projets pour rentrer dans les critères de la CSG. Et donc, en parlant de ces critères, Elisabeth, il semblerait qu'il y en ait une liste, en tout cas, d'incontournables pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Et on attire votre attention sur le fait que ces critères sont cumulatifs, cet adjectif a toute son importance. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Elisabeth, sur ces critères? Oui, donc 5 critères obligatoires et cumulatifs, comme vous disiez, Maïté. Tout d'abord, en ce qui concerne le public. L'APS Jeunes, ce sont des projets qui s'adressent à des jeunes entre 12 et 25 ans, avec une priorité donnée aux 12-17 ans. Comme je le disais tout à l'heure, ces jeunes doivent pouvoir être issus de tous les milieux sociaux. On doit rechercher une égalité entre les filles et les garçons dans le public qui va fréquenter le lieu. Une attention particulière pour permettre l'accessibilité et l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans le projet, dans la mise en œuvre des activités. Si une structure accueille des jeunes adultes jusqu'à 25 ans, on fera attention à ce que ça ne soit pas l'unique public, les jeunes majeurs de la structure, mais bien qu'on ait des mineurs avec une majorité de mineurs. Et surtout, on sera intéressé par tout ce qui va permettre la coopération, l'échange, la découverte entre ces ados, surtout les plus jeunes,
jeunes adultes. Comment ils peuvent finalement apprendre mutuellement les uns des autres et monter en compétences pour monter des projets ensemble. Le deuxième critère, qui est un critère essentiel pour la réussite, j'ai envie de dire, des projets jeunesse, c'est celui du personnel qualifié qui va mettre en œuvre le projet. On est sur une prestation à la fonction et on est vraiment là sur un financement des animateurs qualifiés. Donc, à minima, les animateurs qui mettent en œuvre le projet de PS Jeunes, ils doivent avoir un diplôme de niveau 4 dans le domaine de l'animation. Donc, si c'est un diplôme de l'animation, un minima, un brevet, un BPGEPS, et puis évidemment des GEPS. Les diplômes au-dessus du BPGEPS sont ouverts à la PS Jeunes. Dans le domaine social, moniteur éducateur spécialisé, CESF, travailleur social. Il y a d'autres diplômes de niveau 4 qui pourraient être pris en compte, mais là, c'est à l'appréciation du conseil d'administration de la CAF. Et il faut absolument que le professionnel ait une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de l'animation, d'accompagnement des ados à monter des projets. Et on va mettre une attention aussi particulière quand on va instruire le projet à ce que la dimension formation, montée en compétences des personnels, même s'ils ont le niveau de diplôme requis, eh bien, elle fasse partie du projet de PS Jeunes pour que ces animateurs, eh bien, ils ne soient pas isolés dans leur pratique et ils puissent s'appuyer sur un réseau finalement de professionnels de la jeunesse. Il y a un référentiel en fait adossé au cahier des charges de cette prestation de service, le référentiel de compétences de la PS Jeunes, et vous y lirez qu'il doit, ce professionnel, répondre dans ses missions à minima aux objectifs suivants, à savoir, il doit avoir évidemment la compétence d'accueillir, mais aussi de susciter l'envie des jeunes, donc la mobilisation des jeunes. Si les jeunes ne viennent pas, il doit être en capacité de trouver des solutions pour aller vers les jeunes, de mettre en place des activités qui peuvent attirer les jeunes, de se rendre dans les lieux hors les murs de l'espace habituel de l'accueil de ces jeunes, utiliser des outils numériques. Ensuite, évidemment, il doit être en capacité d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet, donc à susciter l'envie, à accompagner, et donc faire avec. Et puis également contribuer à une dynamique locale de la politique jeunesse, puisque le projet s'inscrit sur un territoire et doit tenir compte des autres acteurs. La mise en place, le troisième critère, c'est évidemment que le cœur du projet, c'est de pouvoir mettre en place des actions qui vont favoriser l'engagement des jeunes et la participation des jeunes, et donc s'éloigner petit à petit d'un programme d'activité, d'une mise en place occupationnelle d'activités pour les jeunes. Les objectifs qui sont poursuivis, c'est de développer la culture de l'initiative et de l'engagement des jeunes, de développer la citoyenneté et la prise de responsabilité par les jeunes, de les rendre acteurs de leur projet et de leur réalisation, et donc de les accompagner finalement à l'autonomie et par là même de faciliter leur inclusion sociale et leur socialisation, et de pouvoir valoriser ensuite ces projets et la réalisation des jeunes auprès de tout le public. Évidemment, pour faire ça, ça veut dire que les professionnels doivent être en capacité de mettre en place une méthodologie d'animation collective, de montage de projets avec les jeunes. Les projets, on parlait du numérique, ça veut dire que tout animateur jeunesse qui va être financé dans le cadre de la PS Jeunes, il devra s'engager dans le dispositif des promeneurs jeunesse, qui est donc un dispositif qui permet à tout professionnel de la jeunesse de travailler sur les réseaux sociaux, en plus du travail qu'il fait en accueil physique, et de maintenir le lien finalement avec les jeunes dans le cadre, grâce au numérique, sur les réseaux sociaux. Quatrième critère, c'est de mobiliser l'ensemble des ressources et des dispositifs existants. J'en ai déjà un petit peu parlé. L'idée est bien que ce projet de PS Jeunes, il vienne en complémentarité avec les
existants, ils viennent là où les structures actuelles n'apportent pas des réponses aux jeunes sous forme d'accompagnement au projet notamment. Et pour ça, ça veut dire qu'il va devoir rentrer en contact avec les associations locales, les associations sportives, les accueils de loisirs pour les plus jeunes, les élus de la collectivité locale, le service jeunesse local, mais également la MSA, la DDCS, le conseil départemental. Et le projet, il doit s'inscrire également en cohérence avec les autres projets du territoire. On pense évidemment à la Convention territoriale, notamment s'il y a un acte de jeunesse qui a été détaillé dans le sujet, mais aussi le projet éducatif de territoire. Disons que même si ce PEDC, il n'intégrait pas les publics plus grands, les ados, il doit s'inscrire dans la continuité du PEDC existant. Enfin, le 5e critère, c'est le travail avec les familles. On sait très bien que l'adolescence est un âge qui peut mettre à mal les parents. On est plus ou moins armé pour accompagner son adolescent dans l'autonomie. Ça peut créer des tensions au sein de la famille. Et les parents peuvent se retrouver dans une zone d'inconfort, de peur, parfois, d'incompréhension. Donc, il est très important que ces professionnels de la jeunesse réussissent à être en confiance avec les jeunes et à maintenir le lien avec les parents pour pouvoir tout au moins être dans un niveau d'information des parents, information sur le projet, sur les activités qu'ils mènent. Et ce qui serait idéal, c'est d'arriver à un moment à une implication. Alors, il ne s'agit pas, on sait très bien que c'est l'âge où on se détache des parents, il ne s'agit pas d'en faire un lieu pour les parents, mais bien de rassurer, de pouvoir sécuriser les parents par rapport aux compétences de leurs jeunes, de valoriser, j'ai envie de dire, les réalisations des jeunes vis-à-vis des parents. Donc, on peut organiser des événements un peu festifs, des compétitions sportives, mais aussi des conférences de débat qui permettent de faire du lien, du dialogue, du débat entre les jeunes et les parents. Voilà pour les 5 critères. Alors, l'agrément, il va être délivré par le conseil d'administration de la CAF, donc à partir d'un projet qui intégrera les 5 critères cumulatifs et d'un dossier, j'ai envie de dire, qui comprend, et bien comme tout dossier, tout d'abord un diagnostic du territoire sur lequel va être développé le projet, parce que de ce diagnostic vont se dégager des enjeux. L'idéal évidemment que ce diagnostic et ces enjeux soient discutés avec les partenaires dont on a parlé, qui vont faire réseau ensuite du projet. Il va décrire ce dossier, les objectifs dans lesquels les objectifs auxquels va répondre le projet et donc le plan d'action pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs. Une description un peu plus fine, j'ai envie de dire, du public visé, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, et puis une description des moyens qui vont être mis en œuvre, évidemment les moyens humains, puisque c'est un critère qui va être vérifié et validé pour pouvoir attribuer l'agrément, mais également les éléments financiers. On va rechercher un cofinancement par rapport à ce projet jeunesse, et puis les moyens matériels, les locaux, voilà, où on accueille les jeunes, quand on va avoir avec un matériel informatique, on va pouvoir être sur les réseaux sociaux, etc. Également, à prévoir dès le début du projet, mais maintenant vous en avez l'habitude, on attend des indicateurs de réussite qui soient décrits et les modalités avec lesquelles vous allez évaluer votre projet pour pouvoir le faire évoluer et l'ajuster en fonction des équipes, puisqu'on est dans des démarrages de projets et on imagine pouvoir atteindre des objectifs avec certaines actions. Il peut y avoir de belles surprises, mais il faut du coup réajuster sur les effets attendus. Une fois que l'agrément est donné par le conseil d'administration de la CAF, une convention d'objectifs et de financement peut être signée entre la structure porteuse du projet et la CAF, et ça pour une durée maximale de 5 ans. Donc, il ne faut pas être étonné, parfois on démarre sur 2 ans, quand on ne se connaît pas trop, et puis après on peut arriver sur une autre durée. En fonction aussi des conventions qui sont déjà en cours sur un territoire, je pense particulièrement aux conventions
territoriale globale, on peut être amené à ajuster les échéances, à vouloir que cela tombe en même temps et à définir des temps plus ou moins longs dans la convention. Alors, je pense que du coup, Elisabeth, sur le côté financier, ça mérite certaines explications, notamment en termes de calcul, comment cette PS Jeune va se concrétiser en termes de financement. Pardon. Alors, c'est la grande nouveauté puisque par rapport à ce type de projet, c'est une PS à la fonction et c'est la première fois que nous abandonnons, j'ai envie de dire, un mode de financement lié à la fréquentation de l'équipement pour ce qui concerne l'enfance jeunesse. Donc, on est ravis de pouvoir avoir une prestation qui valorise en fait les professionnels, la qualité de ces professionnels dans le projet. C'est pourquoi en fait, c'est bien les charges de personnel qui mettent en œuvre le projet qui sont l'élément constitutif de la prestation de service. Donc, on prend voilà, tous les professionnels qui vont compter, j'ai envie de dire, pour la mise en œuvre de ce projet. Et également des frais qui peuvent être afférents à ces postes et qui sont limitatifs. On peut prendre en compte également les frais de déplacement de ces professionnels, ainsi que les frais de formation non qualifiante de ces professionnels. Voilà. Alors, c'est comme toute prestation connue par nos partenaires, il y a un prix plafond, c'est-à-dire qu'au-delà de 40 000 € par équivalent temps plein et par an, on fera plus de cofinancement. Et on cofinance 50% du coût, ce qui nous amène à maximum une prestation pour 2020 de 20 000 € par ETP et par an. À minima, un professionnel ne peut pas contacter moins de 0,3 équivalent temps plein dans une PSJ. Sinon, on serait dans un émiettement du projet. Et par contre, plusieurs professionnels et plusieurs ETP peuvent être pris en compte dans un agrément en fonction du territoire et du potentiel en fait, de fréquentation, du potentiel de jeunes, du public qui pourrait être amené à fréquenter et à bénéficier du projet de la PSJ. Un élément important, c'est que la CAF va s'assurer, je l'ai déjà évoqué, du cofinancement du projet. Il n'est pas question de mettre en difficulté les structures porteuses. Donc, ça va s'assurer qu'à côté de la CAF, il y aura des financeurs autres pour bien que le projet soit pérenne. Alors qu'est-ce qui se passe, Elisabeth, dans le cas particulier d'une structure qui bénéficie déjà d'autres financements de la CAF? Oui, il y a des règles de non-cumul, mais c'est déjà le cas. On veut dire quand un projet est financé par la CAF, on s'assure de ne pas le financer à double titre, de ne pas financer deux fois la même chose. Donc, si on prend le cas d'un accueil de loisirs aujourd'hui jeune qui bénéficierait de la prestation de service à l'SHAD pour les 2017, eh bien, on est obligé d'abandonner cette prestation antérieure si on souhaite bénéficier de la prestation de service jeune. Et dans le même temps, du coup, on abandonne la prestation pour enfants jeunesse qui pouvait bénéficier également à cet accueil d'ado ou le bonus territoire dans le cadre des projets qui remplacent le financement du contrat enfants jeunesse. De la même manière, un foyer de jeunes travailleurs qui bénéficie d'une prestation de foyer de jeunes travailleurs ne peut pas cumuler la PS jeune. C'est absolument pas possible. Après, il y a d'autres éléments, d'autres ajustements en fonction de financement dans le cadre des fonds publics et territoires, mais qui seront, j'ai envie de dire, discutés au cas par cas, non pas que les règles ne soient pas établies. Vous pouvez le lire dans le cahier des charges de la PSN, mais tout le monde n'étant pas concerné, les conseillers techniques qui accompagneront les projets avec les porteurs de projets. Et on souhaitait évoquer dans le cadre de ce webinaire le cas particulier des centres sociaux et des espaces de vie sociale qui méritent d'apporter certaines précisions, Elisabeth. Oui, les centres sociaux, les espaces de vie sociale qui donc bénéficient de prestations qu'on appelle l'animation collective, l'animation globale et l'animation collective ou l'animation locale, ont déjà une dimension projet jeune qui peut être menée dans le cadre de leur projet
projet global d'animation globale. Dans ce cas-là, un centre social ou un EDS ne pourrait bénéficier de la prestation de services jeunes qu'à condition qu'elle développe un projet innovant, différent, et qu'elle ait donc des dépenses supplémentaires à valoriser dans cette PS jeune. On ne pourra pas financer dans le cadre de la PS jeune qui existe déjà, qui est fait par ces structures en direction des jeunes et qui est financé dans le cadre de l'animation globale, de l'animation collective famille ou de l'animation locale. Voilà. Les professionnels dont le temps de travail est déjà financé ne pourront pas être repris. Et donc, ce qui peut être intéressant d'évoquer, Elisabeth, c'est le déploiement en Haute-Garonne qui est prévu en 2021, et donc avec les échéances à venir, pour permettre de vous donner de la visibilité sur ce calendrier 2021 concernant cette PS jeune. Donc, l'étude des dossiers et des projets se feront sous la modalité d'un appel à projet qui sera lancé au 15 janvier 2021. Donc, les documents sont téléchargeables, donc se font de façon dématérialisée sur le caf.fr via le chemin qui vous est indiqué sur la slide. Et la clôture de réception des dossiers se fera au 30 avril 2021, sous condition d'un retour d'un dossier qui se veut complet pour la CAF, qui permettra d'instruire de manière qualitative les différentes propositions des porteurs de projets. Oui, on vous enverra un email, comme on vous a envoyé un email d'invitation à cette webinaire, on vous enverra un email avec l'information, comme quoi l'appel à projet est ouvert et où il y aura le lien pour télécharger les différents documents. Alors, ce ne sera ni Maïté ni moi-même, votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner à développer ces projets jeunesse, mais ce sera bien vos conseillers techniques territoriaux que vous connaissez déjà, qui sont les premiers à pouvoir vous accompagner parce qu'ils connaissent déjà les territoires, ils connaissent déjà les projets jeunesse sur les territoires, ils vous connaissent mieux que nous et ils pourront donc répondre à vos questions. Nous en avons maintenant terminé en ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui. Par contre, le chat est toujours ouvert, donc vous pouvez continuer pendant un bon quart d'heure à poser les questions en direct et nos collègues vont y répondre. Nous vous remercions, nous nous excusons pour le problème technique. Nous vous ferons connaître le lien et de ce webinaire et de la vidéo, du petit film avec les exemples qui peuvent peut-être nous permettre de mieux comprendre les projets qui sont attendus par rapport à ce financement très prochainement. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.